Petit disclaimer, cette vidéo traite du sujet pouvant heurter la sensibilité de certaines personnes. Le contenu et les faits racontés s'adressent à un public averti. Nous sommes en 1983. Dans le comté de Montague, au Texas, deux personnes sont portées disparues. Becky Powell, une adolescente de 15 ans, et Kate Rich, une vieille dame de 82 ans. Un homme les lie toutes les deux. Par un matin du mois de juin, le Texas Ranger Phil Ryan met en état d'arrestation l'homme en question pour port d'armes illégales. Son nom, Henry Lee Lucas. Ce dernier est amené au poste et se met à parler. Il avoue tout de suite les meurtres de Powell et Rich. Étant déjà incarcéré, risquant certainement la peine de mort et n'ayant donc plus rien à perdre, il aide les policiers à retrouver les corps. Et puis, subitement, il avoue d'autres meurtres. Des centaines de meurtres. Lucas has also confessed to more than 150 other murders, and he makes Charles Manson sound like Tom Sawyer. Commis un peu partout à travers les États-Unis entre les années 70 et 80, ces meurtres étaient jusque-là irrésolus, et il en prit volontiers les blâmes. Ou les mérites, selon son point de vue. Pas loin de 600 assassinats lui seront attribués, et il aidera la police à les élucider, ce qui lui vaudra quelques traitements de faveur en prison. Cette affaire fut bien évidemment hyper médiatisée. Henry Lee Lucas fut rapidement surnommé le tueur aux confessions, et dès 1985, des films inspirés de son histoire ont vu le jour. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler d'un slasher psychologique de 1986, trop peu cité, inspiré d'une histoire vraie. Une histoire qui, lors de la production du film, n'était pas encore terminée. Le public n'avait pas encore tous les détails concernant le fin fond de cette affaire. C'est parti mes amis, pour Henry, portrait d'un serial killer. Henry, portrait d'un serial killer est le tout premier film réalisé par John McNaughton. Mais il ne s'agit pas de sa première réalisation. Je vous explique. En 1984, il est engagé par les frères Ali, Walid et Malik, des producteurs de la société Mally Jack Productions. Ceux-ci souhaitaient produire un documentaire sur les gangsters de Chicago dans les années 30 et McNaughton est chargé de le réaliser. Le documentaire sort donc la même année sous le nom de Dealers of Death et connaît un petit succès quand même. Alors là, les frères Ali se retournent vers McNaughton et lui disent « Frérot, on va faire un autre documentaire. » Cette fois-ci, il était censé être axé sur les combats de lutte, à Chicago toujours, dans les années 50. Walid et Malek Ali trouvent un homme qui possède plein d'archives qui pourraient leur servir, et montent donc un budget pour les lui acheter. Sauf que l'homme en question augmente constamment ses prix à chaque fois, et les producteurs finissent par se fatiguer et décident de laisser tomber. Finalement, le budget, un modeste 100 000 $ qui aurait dû servir à ce documentaire, sera finalement utilisé pour produire un film d'horreur. McNaughton venait de découvrir un reportage sur le tueur américain Henry Lee Lucas, et dès lors, il tenait son sujet. L'histoire est simple. Nous suivons Henry, vagabond meurtrier qui tue sans répit. Il vit avec son ami et complice Otis, petit criminel qu'il a rencontré lors d'un séjour en prison et qui est visiblement aussi dérangé que lui. Ils sont vite rejoints par Becky, la jeune sœur d'Otis, qui s'embarquera malgré elle dans une sordide aventure. On pourrait croire au premier abord que ce film est un slasher parmi tant d'autres qui se démarque pas vraiment du lot, et pourtant, je le trouve très unique. C'est vrai, le scénario est d'une simplicité incroyable, mais il est tellement bien foutu. Jamais le film ne tente d'expliquer les agissements d'Henry. Pourquoi est-ce qu'il tue? On sait pas. On peut seulement assister au quotidien d'un tueur en série, au meurtre qu'il commet. Pas de blabla inutile, ce film va droit au but et le fait brillamment. Ce qui d'ailleurs donne un peu l'impression de regarder un documentaire plus qu'un film. Henry tue. C'est comme ça, on n'y peut rien. C'est sa vocation, comme nous le montrent les premières minutes du long métrage. L'intro est entièrement constituée d'images de corps sans vie dans des positions horribles suite au carnage. Elles nous apparaissent presque comme des tableaux, des toiles, les œuvres d'un psychopathe. L'acolyte d'Henry, Otis, est lui aussi basé sur un tueur bien réel, Otis Toole.
Si Henry Lee Lucas semble être le tueur en série le plus prolifique et le plus malsain de l'époque, en s'adonnant à des actes nécrophiles et zoophiles, ben Otis Toole ne donne pas sa place non plus, hein. Homosexuel extraverti, il se déguisait en femme et se prostituait pour gagner sa vie, et il tuait aussi. Et s'il avait une petite fringale, ben il pouvait lui arriver de se cuisiner un petit steak de chair humaine. Il fit la rencontre d'Henry Lee Lucas en 1976 et ils s'adonnèrent ensemble à différents délits, allant du vol au braquage, au kidnapping, au viol et au meurtre. Quelques années plus tard, ils ont enlevé Becky Powell, une jeune adolescente qui se trouvait être la nièce de Toole. Celle-ci était très fragile psychologiquement et se lia d'amitié avec Henry Lee Lucas et entretint même une relation amoureuse avec lui. Je tiens à rappeler qu'elle était mineure, elle avait 12 ans à l'époque de son enlèvement. Bref, le Otis dépeint dans le film est tout aussi fou, voire même plus que Henry. Il s'amuse à taquiner Becky, qui dans le film est sa sœur et non pas sa nièce, et aime un peu trop la tripoter aussi. Il a un petit trafic de drogue dont il s'occupe et aime bien aussi tripoter ses jeunes clients. La nature horrible des crimes commis par ces deux hommes est presque toujours contrastée par des dialogues vraiment décalés et morbidement drôles. Morbidement, ça se dit? Les acteurs Tom Towles et Michael Rooker, interprétant respectivement Otis et Henry, ont lu plusieurs articles et regardé plusieurs reportages sur l'affaire pour bien s'imprégner de leurs personnages. Et Rooker était d'ailleurs apparemment constamment dans la peau d'Henry sur le tournage. Il refusait de socialiser avec l'équipe et parlait comme le tueur. Oui, et à la base, on voulait aussi mettre en lumière la potentielle relation qu'entretenaient les deux hommes, car oui, Henry Lucas et Otis Toole se seraient un peu plus que liés d'amitié, en réalité. Et on avait tourné une scène pour l'illustrer, mais elle fut finalement coupée au montage. Otis and Henry got together in prison as friends, and then it blossomed into something else. Donc une histoire aussi sordide implique forcément que ce film va être ultra violent, non? Oui et non en fait. Bon, on a certes des images choquantes et gore, mais il n'y en a pas à foison dans le film. Même si un bon nombre de meurtres sont montrés à l'écran, certains sont d'ailleurs vraiment inventifs. Otis, plug it in. Il y en a d'autres qui sont simplement suggérés par la mise en scène. Comme là, Henry se cherche une nouvelle victime, il aperçoit la jeune femme avec sa guitare, et puis on passe à la scène suivante, où il revient chez lui, avec une guitare à la main. Et c'est là qu'on constate que pour une première fois derrière la caméra, John McNaughton a fait un excellent travail. Les prises de vue sont minutieuses et les plans suggestifs sont bien travaillés et ils parlent d'eux-mêmes. Pas besoin de nous montrer un acte violent ou gore pour qu'on comprenne qu'il l'est. Et même si certaines transitions sont assez maladroites, la réalisation reste tout de même soignée. Avec un budget si peu élevé, McNaughton a tout de même réussi à faire un très bon film, en s'appropriant les codes classiques du slasher pour en faire quelque chose de réellement original. On est plongé dans la psychologie d'un tueur en série, et c'est terrifiant. On peut également voir en ce film un genre de critique de la violence au cinéma. Dans les années 80, les films d'action bourrin avec Stallone, Seagal, Schwarzenegger et Van Damme, ça sortait en masse et ça cartonnait. On les voyait défoncer des gros méchants à coups de mitraillette et le public adorait ces héros meurtriers. Et puis, dans notre film du jour, quelques scènes nous font croire qu'Henry est en quelque sorte un héros. Don't do that, Otis. She's your sister. Okay, I was only kidding around, Henry. Tell her you're sorry. Okay, I'm sorry. Now, tell her you won't do it again. I won't. I swear, Becky, I swear I won't. Ow! Shit, Henry. Alors que quelques minutes plus tard, on le voit commettre une tuerie affreuse. Au fond, quelle est la différence entre Henry et John Matrix, par exemple?
c'est vrai, les deux hommes tuent énormément de personnes, et ce, de façon très explicite. Il y a une scène en particulier qui est franchement dure à regarder. Une scène dans laquelle Henry, muni d'un caméscope, filme une agression qu'il commet avec Otis chez une petite famille qui n'avait rien demandé. Ils vont tuer et violer les habitants d'une maison. Le spectateur est forcé d'assister à cet horrible crime, impuissant comme un voyeur, pour finalement se rendre compte que la scène s'est déjà déroulée et qu'Otis et Henry ne font qu'à la revoir en boucle, encore et encore. Scène extrêmement traumatisante pour les acteurs, surtout Tom Towles, qui a un peu été forcé de mimer un viol. Lors de la projection du film au festival de Telluride en 1989, cette scène-là a fait fuir un grand nombre de personnes. Et une femme, en particulier, s'est enfuie du cinéma en courant. She was running out of the theater quite rapidly down the stairs. I was running up, right? And we ran right into each other like this, like this. And she looked at me and she just started, she had this look on her face and she just screamed, ah! You know, she turned and ran right back up into the theater. Le film fut classé interdit aux mineurs et le montage original de 2 heures fut donc réduit à 1h23. De nombreuses versions censurées ont été diffusées à travers le monde pendant des années, mais ça ne l'empêche tout de même pas de nous sembler complet. Henry, portrait d'un serial killer est certainement l'un des meilleurs films des années 80. C'est un petit bijou oublié. Certes, il est très ancré dans son époque, avec une musique au synthétiseur bien 80s, mais il est tellement efficace. Non, il ne fait pas vraiment peur, à proprement parler, mais on ne peut quand même pas s'empêcher d'être profondément horrifié devant toutes les agressions perpétrées par les personnages. C'est un film choquant par ce qu'il raconte, pas forcément par ce qu'il montre. C'est un film à voir, si vous osez. Bon, maintenant, j'aimerais revenir sur la véritable histoire d'Henry Lee Lucas. Si le film s'arrête sur un Henry qui est libre, prêt à recommencer une nouvelle série de meurtres, eh bien dans la réalité, comme je vous l'ai dit plus tôt, Henry s'est fait arrêter. S'ensuit alors une panoplie d'aveux. Henry Lee Lucas endossera la responsabilité sur plusieurs centaines de meurtres, collaborant ainsi avec des départements de police de différents États. Il fut mené sur plusieurs scènes de crime pour localiser le corps de ses victimes. Les shérifs et les procureurs d'État ont donné plusieurs conférences de presse pour annoncer la fermeture d'une centaine de dossiers non résolus jusqu'à date et ont couvert Lucas d'éloges. Le tueur en série le plus connu de l'époque sympathisait avec la police. Il était rarement menotté, avait droit à de bons repas et un traitement très favorable en prison. Il donna d'ailleurs plusieurs entrevues télévisées et accorda des entretiens à Hugh Ainsworth, un journaliste spécialisé dans les tueurs en série. Mais genre vraiment spécialisé, pas comme Stéphane Bourgoin. Ainsworth s'était d'ailleurs longuement entretenu avec Ted Bundy à l'époque de son arrestation. Sauf qu'avec Henry Lee Lucas, il nota plusieurs incohérences dans ses aveux. Lucas disait avoir fait une victime dans l'ouest des États-Unis, et à peine 2 jours plus tard, il en aurait fait une autre sur la côte Est, à plusieurs milliers de kilomètres de là. Et on savait très bien à l'époque qu'Henry se déplaçait uniquement en voiture, jamais en avion. Alors comment pouvait-il se retrouver à des endroits si éloignés en aussi peu de temps? Hugh Ainsworth commençait à penser qu'Henry n'était peut-être pas aussi meurtrier qu'il le faisait croire. Un beau jour, il demanda à s'entretenir avec lui seul, sans la présence des policiers. Et là, Henry change complètement son fusil d'épaule. Il dit à Ainsworth que finalement, il n'a pas tué tous ces gens. La police lui amenait des photos et des dossiers de meurtres non élucidés et lui, pour leur faire plaisir, allait leur raconter qu'il était coupable. Donc Henry était soit mythomane, soit histrionique, c'est-à-dire qu'il avait un besoin constant d'attention et de reconnaissance. Donc il disait tout ce que les policiers voulaient entendre. Et eux, ça les arrangeait, Ça leur permettait de clore des dossiers qui traînaient depuis longtemps. Alors, Henry Lee Lucas a-t-il réellement tué une centaine de personnes ou a-t-il tout inventé de A à Z? Est-ce que les policiers lui forçaient la main, pour se débarrasser de dossiers irrésolus et indésirables, ou est-ce qu'il dit la vérité? Eh bien, je vous laisse découvrir. Si vous êtes friand comme moi de documentaires sur les tueurs en série, eh bien, sachez que Netflix a sorti une mini-série sur cette affaire, il y a quelques mois, The Confession Killer. Je vous la recommande chaudement, c'est très complet, très détaillé et beaucoup plus bizarre que ce que vous pouvez penser.
Et bien sûr, matez-vous Henry, portrait d'un serial killer. Ce film est tout juste excellent, tant au niveau de la mise en scène, du scénario et de la performance de ses acteurs. C'est un film qui certainement ne vous laissera pas de marbre. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter et à la partager si c'est le cas. On se retrouve nous très bientôt sur la chaîne, peut-être pour un petit épisode de Laurent au cinéma, hein, qui sait, maintenant que les salles de ciné sont réouvertes. Bon, en vrai, au Québec, les cinémas ont réouvert en février, hein. Mais non, n'ayez pas le seum, ne soyez pas jaloux. Bref, prenez soin de vous mes amis. À la prochaine. Salut!